Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vos révisions se passent bien. Aujourd'hui je reviens avec cette petite vidéo pour vous proposer en fait un reportage sur la médecine qu'une lectrice du blog m'a envoyé, donc c'est Constance. Constance, je te remercie si tu regardes cette vidéo. J'ai regardé ce reportage, il m'a vraiment plu et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le proposer aujourd'hui. C'est un reportage qui est passé à la télévision suisse qui s'appelle Médecin à tout prix, je le regarde, il est juste là. Et en gros ça parle des études de médecine, vous vous en doutez bien, et du fameux numerus clausus. Donc on suit en fait le parcours de quelques étudiants et étudiantes qui ont voulu faire médecine, notamment ici en Suisse du coup, et qui ont échoué à quelques places, à quelques points, et qui sont vraiment dégoûtés, qui sont tristes. Pour eux, la médecine, c'était toute leur vie, et du coup, ils ont cherché des solutions alternatives, comme par exemple aller en Roumanie, et donc on les suit un petit peu dans ce parcours. Donc vraiment, c'est un reportage intéressant. On voit un médecin de campagne qui suit également ses patients à l'ancienne et qui pose la question de quelle va être la relève pour ces patients qui sont un petit peu isolés de tout, donc la désertification médicale. Donc on va voir un petit peu tous ces points de la médecine. Donc franchement, regardez-le, il vaut le coup, il est intéressant, ça pourrait vous faire une petite pause dans vos révisions. Donc encore une fois, merci Constance. Le reportage va suivre juste après, donc ne quittez pas la vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les vidéos. Je vais en publier d'autres prochainement d'étudiants qui ont réussi leur PACES. Donc ça va arriver très bientôt, abonnez-vous bien et n'oubliez pas également de laisser votre adresse email ci-dessous. Je ne sais pas si vous êtes sur YouTube ou sur le site directement ou à droite. Enfin, regardez pour recevoir gratuitement votre quiz qui va vous permettre de savoir si vous êtes fait pour les études de médecine ou pas. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonsoir à tous. Vous avez certainement remarqué que dans nos hôpitaux, ce sont souvent des médecins étrangers qui s'occupent de vous, du psychiatre au chirurgien. Ils viennent de France, de Roumanie, parfois d'encore plus loin, du Canada ou même du Cameroun. Alors bien sûr, vous vous êtes sans doute posé la question, ces étrangers prennent-ils la place des Suisses? Et pourquoi de jeunes médecins suisses ne prennent-ils pas la relève? La question est d'autant plus légitime que de nombreux jeunes Suisses se pressent aux portes des facultés de médecine. Et ce qui les attend tient de l'arme de dissuasion massive, examen d'une difficulté insensée et taux d'échec énorme, limitation drastique du nombre de places disponibles, le fameux numerus clausus. Bref, tout est fait, dirait-on, pour dissuader ces étudiants passionnés de devenir médecins. Certains, désespérés, en viennent même à émigrer à l'étranger pour faire les études dont ils rêvent tant, un comble. Et le paradoxe, c'est que la Suisse manque cruellement de médecins, en tout cas dans certains domaines et certaines régions. C'est au point où certains ont voté oui à l'initiative sur la limitation de l'immigration étrangère le 9 février 2014, pensant naïvement que limiter le nombre de médecins étrangers ferait de la place pour nos jeunes Suisses. Mais la réalité est bien différente, vous allez le voir dans cette enquête de Marie Abbé et Philippe Mac. La formation des jeunes médecins suisses coûte cher, elle ne suit pas les besoins en médecins qualifiés qui sont urgents, et surtout les jeunes Suisses préfèrent des spécialités médicales plus lucratives et déjà pléthoriques. Regardez. Bonjour Léon. Salut mon ami. Adam combien? Oui, je vais bien et toi? Ouf. C'est haut, hein? C'est haut, c'est parti. Salut mon cher. Quand c'est qu'ils mettent un téléphérique? Oh, prochainement. Ah ben. Alors moi j'ai reçu tes résultats Oui. d'image. Et il faudrait montrer ça au chirurgien. Oui. Si jamais, tout d'un coup, c'est intenable. Oui. Comme je t'ai déjà dit, Tu m'as laissé la petite feuille. je t'ai laissé la petite feuille que tu lignes en bas sans poser de questions nulle part. Ouais, D'accord? D'accord. On fait comme ça. Et on espère que ça ira. Et on va te mesurer la pression. Comme ça, on est plus sûr. Voilà. Et le bras, il est à l'ombre, hein, je suis dessus. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Ça reste un petit peu fort, alors j'irai noter, puis on en discutera. D'accord. D'accord? D'accord, je vais suivre tes conseils. Avec lui, c'est en direct, on se gêne de lui, comme avec une autre personne, c'est très important. Et lui, tu comprends d'entrée ce qu'on veut lui demander.
je ne veux pas dire encore un mot, c'est un homme merveilleux, puis c'est bon. C'est un homme merveilleux, mais qui a déjà 69 ans. Un jour, il va prendre sa retraite. Ça vous inquiète de trouver le village sans médecin ou la vallée sans médecin? Ça ne m'inquiète pas moi, mais la génération après moi, oui, ça m'inquiète parce que moi, je suis plus âgé que lui. Pour moi, il n'y aura pas de souci. Mais pour la population en général, oui, ça m'inquiète. Petit, j'étais dans la maison de mon père. J'avais 12 ans et j'étais orphelin. Ma mère m'a dit, amour sur la paille. Petit Jean-Jean n'est pas si malheureux, ma mère m'a dit. Pour Camille, la médecine, c'était une vocation. Elle voulait en faire son métier. Excellente étudiante, la Valaisanne a pourtant raté 2 fois ses examens. Elle a donc été recalée, définitivement. La colère, elle vient souvent quand dans les médias ou dans la presse, on parle du fait qu'il manque des médecins et qu'on va chercher sans arrêt des médecins à l'étranger, sauf que des médecins potentiels, il y en a plein ici et qu'on les prend pas. C'est pas compréhensible en fait. Et ça aide pas à faire son deuil. Il faut dire que dans nos universités, le nombre de futurs diplômés en médecine est limité. Pour respecter ces quotas, la sélection est sans pitié. Et Camille en a fait les frais. La médecine, c'était un rêve. Et tout était planifié parce que je savais déjà ce que j'allais faire les 10-15 prochaines années. Et la petite Camille, elle a raté à combien de points son rêve de devenir médecin? J'ai raté mon rêve à 5 points. Ça fait bizarre. Ouais. 2 ans de notre vie passée là-dedans. Des bons et des mauvais souvenirs. Cette salle, elle peut accueillir 400 personnes et on est plus de 550. Du coup, il y a un autre auditoire juste à côté où c'est retransmis par vidéo. Mais après, selon l'affinité de chacun, on préfère ou pas avoir le prof en face. Et nous deux, on préférait avoir le prof dans la même salle que nous. Du coup, c'est vrai qu'on venait très tôt le matin pour avoir nos places entre le premier et le 5e rang. On doit réserver, on arrive à 7h moins 10 pour le cours qui commence à 8h15. À Genève, en faculté de médecine, les places sont chères. Pour survivre, Léa et Ismaël ont donc développé des stratégies. Car dans cet univers impitoyable, chaque détail a son importance. Voilà, on va faire plus proche. La plupart du temps, j'étais ici, parce qu'on est directement en face du prof, et puis on voit très bien l'écran. Comme tous les 550 étudiants de première, Léa et Ismaël espèrent bien faire partie des 150 heureux élus qui seront encore là l'an prochain. Est-ce que parfois vous vous dites « je vais craquer » ? Je pense pas, non. Des fois, je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, mais il n'y a rien. C'est une passion, je pense, la médecine aussi. Je pense que c'est avant tout une passion, et je pense que si on est motivé, on n'y arrive pas forcément à la fin, mais en tout cas, on tient tout le long. Et vous, Léa, ça fait longtemps que vous rêvez de devenir médecin ? Ouais, ça fait un petit bout de temps que je veux faire médecine. Je pense depuis que j'ai compris qu'il fallait avoir un métier dans la vie. Et ouais, j'en parlais souvent avec mon grand-papa qui était médecin, et je pense que ça a fait beaucoup. À ce qu'on dit, c'est le plus beau métier du monde, donc j'espère pouvoir le découvrir. Nous sommes à quelques jours des examens. Les cours sont terminés, c'est la période des révisions. Comme Ismaël, Léa a redoublé sa première année. Cette fois, elle n'a plus le droit à l'erreur. Si elle rate, elle pourra dire adieu au plus beau métier du monde. Pas une minute à perdre. Il s'agit d'ingurgiter des sommes phénoménales de connaissances dans des branches médicales comme l'anatomie,
mais aussi en physique ou en chimie. Les sciences dures, leur bête noire à tous. Alors on bachote, parfois jusqu'à l'épuisement. On bachote et on s'épie discrètement du coin de l'œil. En médecine, la concurrence est rude. Ici, c'est souvent chacun pour soi. Léa et Ismaël, eux, ont choisi de s'entraider. On vient tous les matins à 8h et on irait jusqu'à... ça dépend des personnes, mais moi c'est jusqu'à 20h, parfois un peu plus. Donc ouais. Moi, ça m'arrive de faire la fermeture et de faire l'ouverture aussi. Donc de faire ces 8h, 22h avec 1 heure de pause. Je peux pas le faire tous les jours parce que c'est trop difficile, mais genre je termine vers minuit, 1h du matin, puis c'est reparti le lendemain pour 7h. Ça, c'est très dur. Et il y a des fois où je sais pas quand est-ce que je peux me permettre de dormir. Des nuits d'insomnie avant le jour fatidique. Imaginez des centaines d'étudiants concentrés sur leurs copies, assis bien sagement dans cette grande salle des congrès de Palexpo. En Suisse, cette année, 4800 jeunes se sont inscrits en médecine, une affluence record. Mais dans nos universités, le nombre de diplômés est limité. Les 3/4 d'entre eux seront donc éliminés. Résultat, des milliers de vocations brisées. C'est difficile, hein, ça fait mal au cœur pour eux. Il y a beaucoup de prétendants et malheureusement, pas tout le monde, nous ne pouvons pas former tous ces médecins, tous ces futurs médecins. À partir de là, il y en a pour qui ça va être une grande frustration, même si potentiellement ils auraient la capacité d'être des bons médecins. À Fribourg et en Suisse alémanique, la sélection se fait avant l'entrée à l'université au moyen d'un numerus clausus. Comme Léa et Ismaël, les étudiants romans jouent leur vie sur un examen QCM, un questionnaire à choix multiples. Pour réussir, il faut de la mémoire, de la logique, des nerfs d'acier et une bonne dose de chance. Une sélection drastique qui favorise surtout les bêtes de concours, car le système suisse ne teste ni l'empathie, ni les compétences sociales de nos futurs médecins. Au moins, l'examen QCM, il prétend pas tester ça. Il leur donne une règle du jeu. Il leur dit, vous êtes en première année, vous avez 7 connaissances à acquérir, vous avez 1 an ou 2 ans pour l'acquérir, vous devez courir à une certaine vitesse, vous devez sauter à une certaine hauteur. Et sur cette base-là, on va décider un peu arbitrairement que ceux qui réussissent mieux à cet examen-là, on leur donnera une formation médicale. Il n'y a pas de système qui permet de prévoir qu'un individu à 19 ans sera un bon médecin. Camille se sent victime de ce système un peu arbitraire. La Valaisanne a été éliminée définitivement de la faculté de médecine de Lausanne. Sa vie, elle l'avait rêvée et planifiée sur les 15 prochaines années. Et puis soudain, tout s'est écroulé. C'est violent comme choc. Ce choc, c'est comme quand une personne décède, quoi. On n'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Et là, t'as plus rien, t'es pas étudiant, je suis pas chômeuse non plus, on n'est plus rien. Et puis voilà, quand les gens posent la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas de réponse. Voilà. Que faire dans la vie ? Camille a intérêt à bien réfléchir. En échec définitif en médecine, elle est condamnée à réussir du premier coup ses examens dans une autre faculté, sinon les études pour elle, c'est terminé. Finalement, Camille s'est inscrite en gestion d'entreprise à l'université de Fribourg. Elle s'est fait une raison, mais la blessure n'est pas refermée. J'ai toujours entendu depuis que je suis toute petite que le travail paye. Et là, c'est dur parce que j'ai beaucoup travaillé et ça n'a pas payé. C'est un système injuste ? Oui, et puis il est injuste et il est illogique par rapport à la situation actuelle parce qu'on manque de médecins et il y a énormément de jeunes qui sont motivés en Suisse et on les prend pas.
Je pense qu'on a encore les restes d'une politique de formation ancienne avec ce numerus clausus, qu'il soit officiel ou pas. On se rend compte qu'à Genève, le taux d'échec en première année est tellement important que finalement, dans les faits, il y a un numerus clausus. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu pendant des années restreindre les coûts de formation parce que former un médecin, c'est extrêmement cher. Et c'est vrai qu'on était tenté, et on l'est encore aujourd'hui, d'aller chercher des médecins qui ont été formés aux frais d'autres États. Donc finalement, on a le produit fini à disposition plutôt que de le faire nous-mêmes, le façonner avec notre formation sur place. Plutôt que de former suffisamment de médecins, la Suisse fait son shopping à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, une petite minorité d'étudiants, recalés comme Camille du système helvétique, a décidé d'en profiter. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais loupé médecine, ils m'ont dit tu fais quoi maintenant? Je fais médecine parce que c'était médecine ou rien du tout et c'était vraiment une évidence de venir ici. Je ne me serais pas vue faire autre chose. C'est qui veut jouer là-bas? Ici, c'est la Roumanie. Ces étudiants appartiennent tous à la section francophone de la faculté de médecine de Cluj. Et ils sortent à peine d'un examen. Moi j'ai lu ça. Non, je sais pas. Mais c'est ce que j'ai lu ce matin, donc j'ai pas mis grand chose. Puis je me fais engueuler alors que vraiment je regardais pas du tout sur sa feuille. C'est à Cluj, à quelques 2000 km de chez elle, que Laura, la valaisanne, Lolita, la fribourgeoise, et Océane, la vaudoise, terminent leur première année de médecine. Oui. Non, parce que les enzymes pancréatiques, j'ai regardé ça, j'ai fait... Recalés définitivement en Suisse, ces drôles de dames ont préféré s'exiler plutôt que de renoncer à leurs rêves. Et pas n'importe où, en Transylvanie, patrie du tristement célèbre Comte Dracula. L'horreur ? Pas forcément. Capitale européenne de la jeunesse 2015, Cluj connaît un véritable essor économique. Grâce aux subventions de l'Union, la municipalité rénove à tour de bras. La ville attire de nombreuses entreprises internationales et accueille quelques 100 000 étudiants. L'offre culturelle est riche et variée. Bref, pas trop difficile de s'acclimater, même pour des petits Suisses. Avant de retourner à leur révision, Laura, Océane et Lolita s'accordent une petite pause sur une terrasse du centre historique. Elles y retrouvent Marie, encore une valaisanne, qui termine ici sa deuxième année de médecine. Quitter sa famille, ses amis, un choix pas évident. Surtout que nos Suissesses avaient quelques a priori sur la Roumanie. Mais comme on dit chez nous, elles ont toutes été déçues en bien. Forcément, quand on pense à la Roumanie, on pense aux Roms. Et quand je suis arrivée ici, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait des beaux bâtiments. Des Roms, j'en ai vu un ou deux. Et j'ai trouvé que c'était une ville vraiment sympathique avec plein de petits cafés, de petites terrasses. Et vraiment, j'ai une très bonne image de Cluj. J'ai été étonnée. Ma mère était très très inquiète parce que elle avait l'image de la Roumanie en fait sous le régime de Ceausescu. Donc elle était restée avec cette image en tête, elle était très inquiète. Donc je l'ai emmenée l'été d'avant, une semaine pour la rassurer. Et en même pas une après-midi, elle a été rassurée. Donc voilà. Après mon double échec en Suisse, je me suis renseignée parce que j'avais vraiment pas envie de lâcher l'affaire. Je savais que j'avais envie d'être médecin. Donc je me suis renseignée pour étudier à l'étranger et en sortant des recherches, j'ai découvert qu'à Cluj, en fait, on enseignait en français. Et c'était l'idéal en fait pour moi. Donc je me suis lancée. Sunt student la medicină. Hongrie, Lituanie, Roumanie, certaines universités, surtout à l'Est, mettent le paquet pour attirer les étudiants en médecine étrangers. L'atout de Cluj, un cursus axé sur la pratique et des cours en anglais et en français. Résultat,
1400 étudiants étrangers, dont 600 dans la section francophone. Une majorité de Français, mais aussi des Maghrébins et une quinzaine de Suisses romands. Des étrangers qui payent 5 000 € par année. Une manne bienvenue pour la faculté qui a pu s'offrir un centre de simulation ultramoderne et qui rénove peu à peu les anciens bâtiments. Reste que l'université se défend d'en faire un business. La faculté de médecine de Cluj est réputée depuis plus d'1 siècle et Madame la doyenne entend bien préserver le niveau de ses étudiants. On rentre ici sur dossier et ne rentre pas qui veut. La sélection est assez exigeante parce qu'il y a 4 ou 5 candidats pour une seule place disponible, particulièrement dans la section francophone. On sélectionne principalement sur la base des résultats du collège. Mais il y a bien sûr d'autres critères d'admission, comme par exemple les activités parascolaires. Lorsqu'on n'accepte qu'un candidat sur 4, je pense qu'on peut parler d'un processus de sélection sévère. En étudiant la médecine en Roumanie, nos Suissesses ont trouvé un moyen de contourner le numerus clausus helvétique. Accords bilatéraux oblige, notre pays reconnaît d'office l'équivalence des diplômes européens. Mais pour nos étudiantes, Cluj offre encore d'autres avantages. Clairement, ici, si on travaille, on est récompensé. Ce qui n'était pas le cas à Lausanne. Parce que je pense que si on est ici, c'est qu'on est motivé. On était motivé, donc on a énormément travaillé. On y a laissé parfois notre santé. Et donc on a travaillé, notre travail n'était pas récompensé. Et c'était ça le plus dur, c'était de voir qu'on travaillait, mais qu'au final, on n'avait rien. Dans votre vie actuelle, est-ce qu'il n'y a plus que le travail? Non, pas du tout. Non, c'est un des aspects positifs justement de Cluj, étant donné que justement notre travail se ressent également sur les résultats. On peut se permettre justement d'avoir des activités à côté, faire du sport, ou bien simplement profiter un peu de la vie. Elle est comment la vie étudiantine à Cluj? Elle est sympa. Elle est pas chère. Voilà. Pour un Suisse, et malgré les frais d'écolage, cela ne coûte pas plus cher d'étudier à Cluj qu'à Genève ou à Lausanne. Sauf qu'ici, avec 350 €, on s'offre un bel appartement. Un exil doré, dans une ville où le salaire moyen est de 400 €. Ah, ça, c'est sûr qu'on le voit, le décalage, qu'on le ressent. Et puis, ça nous met assez mal à l'aise, des fois, de voir des gens, notamment des enfants, parce qu'on est toujours plus touchés par des enfants, de voir qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous et que, quelque part, des fois, nous, quand on sort et qu'on a l'impression de claquer notre argent pour rien, donc c'est sûr que ça nous met un peu mal à l'aise. Mal à l'aise, nos étudiantes l'étaient aussi à l'idée de s'exprimer devant nos caméras. Elles ont beaucoup hésité. Leur crainte, qu'on les soupçonne de faire des études au rabais. Car une fois leur diplôme roumain en poche, elles comptent bien rentrer au pays pour faire leur spécialisation. Finalement, elles ont accepté parce qu'elles n'ont aucune raison d'avoir honte de leur formation. Vous n'avez pas l'impression que vous vous la coulez douce en Roumanie? Non, pas du tout. Je travaille autant qu'à Genève, voire plus, étant donné que je suis là aussi les week-ends. Je travaille énormément et je pense pas du tout qu'ils nous offrent nos notes et notre diplôme. Après, il faut savoir qu'on passe ici le même diplôme que les médecins roumains. Donc les médecins roumains qu'on engage en Suisse et dont on ne doute pas du diplôme. Donc voilà, on n'achète pas notre diplôme. Si on ne travaille pas assez, qu'on n'a pas les notes, on rate. Mais à leur retour en Suisse, nos étudiantes seront-elles bien accueillies? La réponse ne se fait pas attendre. Elles seront même accueillies à bras ouverts. Car dans nos hôpitaux, les Suisses ont la priorité. Il faut bien le dire, nous cherchons et nous sommes toujours prioritairement orientés vers des jeunes médecins suisses. Donc c'est un élément de toute façon qui est très important. La nature, ou je dirais l'origine du diplôme, de ce point de vue-là, à partir du moment où il est reconnu, ne pose absolument aucun problème. Donc je n'ai absolument aucun souci pour eux. Je suis persuadé que tous les étudiants qui reviennent de Roumanie ou d'un autre pays où ils se sont formés trouveront en Suisse, dans leur pays d'origine, du travail dans nos hôpitaux. Médecins suisses, une denrée précieuse et pour cause. À la fin des années 90, notre pays a limité l'accès aux études et formé moins de médecins. Pour fonctionner, nos hôpitaux ont donc dû faire appel à des médecins étrangers. Depuis 2008, nos universités augmentent leurs capacités. Le Conseil fédéral veut en outre débloquer 100 millions pour financer 250 places supplémentaires. Mais il faudra des années avant que ces médecins soient opérationnels. Comme l'essentiel des médecins étrangers,
Le docteur Kromek a fait ses études dans son pays, la Roumanie. Puis il est venu en Suisse comme médecin assistant pour se former dans sa spécialisation. 113 à la fenêtre. D'accord, alors je vais la voir et puis après je viens vers vous. D'accord, merci. Est-ce que vous prenez la place des Suisses ? Écoutez, prendre la place des Suisses, s'il y avait suffisamment de médecins suisses, je pense que j'aurais pas pu avoir la place déjà de formation en Suisse. Si j'ai rapidement été engagé, à ma grande surprise d'ailleurs, à l'hôpital de Mallevo en 2004, c'est parce que justement il y avait des places disponibles et partout où je suis passé dans ma formation, j'ai eu l'impression plutôt que les services qui m'employaient, qui m'engageaient étaient satisfaits que j'étais là pour, parce qu'il manque souvent des médecins. Chef de la psychiatrie de liaison, le docteur Kromek occupe aujourd'hui une fonction clé au sein de l'hôpital du Valais. Ses collègues suisses, eux, préfèrent souvent s'installer dans le privé, plus lucratif et moins contraignant. Son job, encadrer et soutenir les équipes soignantes et être à l'écoute des patients. Alors, comment ça va? Alors écoutez, aujourd'hui ça va mieux. Vraiment, depuis 2 jours, je peux dire que ça va mieux. Et je pense que là, ça va du bon côté. Il n'y a plus de nausées, il n'y a plus... Donc, c'est bien. D'accord, donc oui. Vous avez eu des nausées, c'était quelque chose oui, qui était difficile à vivre. C'était très difficile, oui, alors c'était compliqué. Ça, c'était compliqué, mais là, ça va mieux. Donc, voilà. Je suis vraiment venu ici parce que j'aime l'environnement et je me sens bien dans cette mentalité qui peut être parfois perçue de l'extérieur comme fermée, mais qui, moi, me parle beaucoup de par mes origines. Je retrouve un peu cette mentalité de montagne que j'ai vécue en Transylvanie, par exemple. Oui. J'ai l'impression de comprendre facilement les gens. De m'appeler si jamais, et puis comme vous disiez à ma collègue... Et il suffit de voir le docteur Kromek à l'œuvre pour constater que c'est bien le cas. Reste que les malades hospitalisés se sentent parfois désarçonnés par la présence des médecins étrangers. Au revoir, madame. Cette patiente, par exemple, garde un très mauvais souvenir de sa rencontre avec un médecin grec. Moi, j'ai eu vraiment le problème de la langue, d'avoir le médecin qui est là, où j'ai l'impression qu'il ne comprenait pas tellement ce que je lui disais. Et surtout, moi, en retour, alors ça, j'en suis sûre, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Il m'expliquait des trucs et puis je ne comprenais pas parce que c'était des termes que je ne connaissais pas, mais voilà. Mais même dans le langage, en discutant comme ça. Donc ça, effectivement, moi, ça a été dérangeant à un moment donné parce qu'il y avait des infos importantes qui devaient passer. Et puis ça m'a gênée, ça. Autrement, le fait que ce soit quelqu'un, on est bien d'accord. C'était pas le fait que ce soit quelqu'un d'étranger, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de noms pas tellement valaisans qu'on entend des médecins. Valaisan, le professeur Bonvin, lui, l'est sans aucun doute. Et le directeur général n'a aucune peine à justifier la présence des médecins étrangers dans ses hôpitaux. Nos hôpitaux en Suisse ne fonctionneraient plus sans la collaboration de médecins et de soignants étrangers. Nous avons par exemple à l'hôpital du Valais la moitié de nos médecins assistants, donc sur 400 médecins assistants, nous avons près de 200 médecins assistants étrangers. Et autant dire que s'ils n'étaient pas là, eh bien le travail de base de notre médecine ne pourrait pas se faire. Donc c'est indispensable, oui. Le hic, c'est que lorsqu'il s'agit d'ouvrir leur cabinet, ces médecins assistants, qu'ils soient suisses ou étrangers, préfèrent souvent quitter la région. Afin de pouvoir identifier d'éventuels problèmes, le Valais s'est doté d'un observatoire cantonal de la santé, un outil unique en son genre en Suisse. Cet observatoire s'est penché sur la question de la relève et ses conclusions sont inquiétantes. Oui, je pense que nous avons un problème. Nous savons que beaucoup de médecins ont atteint l'âge de la retraite ou sont à 5 ans de la retraite. Et nous savons qu'ils n'ont pas encore de successeurs. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une commission de manière à ce que les communes et les régions prennent conscience de cette problématique. Nous sommes un canton alpin. Nous n'avons pas de difficulté à trouver des médecins dans les villes. Mais dans les vallées latérales, nous avons vraiment de la peine. Et nous savons aujourd'hui que nous devons agir et travailler avec les communes pour attirer des médecins généralistes, des médecins de premier recours.
Pratiquer la médecine dans un fond de vallée, le docteur Pierre-Yves Bernard n'a pas hésité. Depuis près de 40 ans, il exerce à Evolène, lui, le jurassien protestant. C'est par amour pour une fille du pays qu'il s'est installé dans le Val d'Airain. Et c'est par passion pour son métier qu'il continue d'exercer, malgré ses 69 ans. Salut toi. Comment ça va depuis la photo? C'était à Carnaval ou juste après? La photo? Ouais. Moi j'ai choisi la médecine de campagne comme un mode de vie. Comme la paysannerie locale qui ne prend pas de vacances parce que les vaches ne savent pas lire les calendriers. Et moi je suis un homme avec ses faiblesses et ses générosités. Et parfois ses coups de gueule, mais qui soigne. Et il n'y a pas vraiment d'horaire non plus pour ça. Le docteur Bernard est une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, la jeune génération, en majorité des femmes, n'a plus envie de ce mode de vie. Elle tient à concilier vie privée et vie professionnelle, les week-ends de garde, une disponibilité de tous les instants, très peu pour elle. Vous avez 2 enfants, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir faire appel au docteur Bernard en urgence le soir? À plusieurs reprises même. La dernière fois, c'était quand Léa avait hurlé toute l'après-midi à cause qu'elle avait eu mal aux oreilles. Puis quand on était remonté justement, on s'est dit ça va passer, c'est à cause de la différence d'altitude. Puis non, vu qu'elle avait encore mal, on a appelé Pierre-Yves pour savoir si il pouvait contrôler ses oreilles. Et effectivement, c'était une otite, donc elle pleurait pas pour rien. Elle hurlait pas pour rien. C'est inquiétant quand on est maman de se dire dans ma vallée, il y aura peut-être plus de médecin. Ouais, pour nous, on espérait qu'il continue. Maintenant, pour lui, peut-être qu'il aimerait bien prendre la retraite. Mais non, oui, ce serait bien, ce serait important qu'il y ait des médecins qui reviennent. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. On se pose quand même la question pour l'avenir. Et ton pied? Mon pied. Autre problème, la médecine de premier recours n'a plus la cote auprès des jeunes. De plus en plus de médecins en formation préfèrent s'orienter vers d'autres disciplines médicales. Seuls 20% sont séduits par la médecine générale. La question de la relève se pose. Il y a peu de candidats qui sont intéressés à cette activité de campagne. Et puis, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas beaucoup occupé l'esprit, sauf que j'arrive à un âge où je vais devenir consommateur de la médecine. N'est-ce pas? Comme tout le monde. Les 5 dernières minutes sont les plus longues, hein, comme disait le commissaire Bourrel. Donc, il faut qu'on pense à ça, oui. La question, c'est, quand j'aurai besoin d'un médecin, je vais où? Par ici, Pour attirer des généralistes, le Valais a mis en place une stratégie. Voilà. Le canton finance par exemple des stages de formation dans des cabinets privés. Maisons de santé, cabinets de groupe, l'avenir est aussi aux structures qui permettent le travail à temps partiel. Salut, au revoir Jean. Oublie pas ton petit tracteur. À Evolène, il y a encore 3 médecins. Mais pour combien de temps? Le docteur Bernard a 69 ans, ses 2 collègues respectivement 63 et 70 ans. Et ils n'ont pas encore de successeurs. Aujourd'hui, on estime que pour 2 généralistes qui prennent leur retraite, il faudrait 3 nouveaux médecins pour couvrir la même masse de travail. Avec l'explosion des maladies chroniques et le vieillissement de la population, le besoin en médecins de famille va encore s'accentuer. La pénurie menace surtout les régions périphériques, mais le problème de relève concerne l'ensemble de la Suisse. Il s'agit d'un véritable défi sanitaire qui a aussi des conséquences sociales. Notre rôle social, c'est d'avoir un rôle de confident. En ayant l'avantage que les confidences ne sont pas colorées de sentiments de jugement ou de références religieuses, ça permet d'avoir des confidences probablement très ouvertes. Et ça, c'est un rôle important. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle beaucoup de personnes âgées, quand j'arrivais à domicile, me disaient « Bonjour, monsieur le curé ». Peut-être aussi l'habit noir. Bonjour Blanche. Bonjour. On se demandait si la sonnette fonctionnait. Comment ça va? On peut entrer? Comment ça va depuis tout à l'heure? On est quel jour aujourd'hui? Lundi. D'accord. Et en quelle année? Ah. Alors là... Et quel mec? Quel mois? mai. Il fait beau, en tout cas, c'est proche de l'été. Hein. Il n'y a plus de neige. Hein. Oh non.
La médecine évolue dans un sens où la technique prend un petit peu le pas sur l'humain. On fait de grands examens très chics et très distingués, dont on n'est pas sûr qu'on ait les moyens d'offrir le privilège à tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on va se cacher plutôt derrière ces résultats-là que de partager dans un échange humain. Ça me fait tartir de le voir partir, mais ma foi, c'est comme ça. On va pleurer un bon coup, puis ça passe. Eh oui, docteur. On va pleurer un bon coup pendant qu'on s'en rappelle. Et on n'oubliera jamais. Non, non. Non, le docteur est chic, là. Moi, en tous les cas, personnellement, je l'aime beaucoup. Bon après-midi. Au revoir, docteur. Au revoir, Blanche. Je connais le chemin. C'est les lumières qui ne fonctionnent pas. Oui, ça. Du temps des bougies, il y avait moins souvent des pannes. Oui. Face à ce problème de relève, la vraie panne ne vient-elle pas de nos universités? Elles n'ont qu'à former plus. Ce reproche, le professeur Bernheim le connaît par cœur. Mais comme Lausanne, sa faculté vient encore d'augmenter ses capacités. Pour la Suisse romande, c'est désormais suffisant. Car selon lui, plus de diplômés ne résoudrait pas le problème. Bien au contraire. Vous affirmez haut et fort que les universités forment suffisamment de médecins et tous les jours, on entend parler de pénurie de médecins. Oui, et c'est quelque chose qui m'ennuie, pour être honnête, parce que pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. On ne manque pas de médecins en valeur absolue. On manque des bons médecins aux bons endroits. Si nous formons 10 médecins de plus maintenant et qu'on forme 10 urologues de plus, on ne va pas résoudre le problème du généraliste dans le canton du Valais. Donc en valeur absolue, le nombre de médecins formés est suffisant en Suisse romande. On forme 33% des médecins suisses pour moins de 25% de la population. On a une densité de formation médicale qui est une des plus élevées au monde. Donc en valeur absolue, on forme assez de médecins. Mais alors c'est quoi le problème ? Une fois qu'on a formé les médecins au bout de 6 ans, ils choisissent totalement librement leur spécialité. Moi, je veux devenir urologue, moi, je veux devenir psychiatre, moi, je veux devenir cardiologue. À partir de là, ils cherchent une place de formation. Mais le désir des jeunes médecins ne correspond absolument pas aux besoins de la population. Et c'est là où le système est défaillant en Suisse. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on organise un petit peu de quel type de spécialité la population a besoin. Très joli, mais comment est-ce qu'on fait ? Vous êtes pour un pilotage des spécialisations ? Alors, moi, je ne suis pas pour un système stalinien sur 5 ans où on décide, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Je pense qu'il y a des incitatifs qui peuvent être mis en place et après, on peut quand même faire un certain pilotage. Pilotage, le mot est lâché. Aujourd'hui, nos universités font tout pour valoriser la médecine de famille, un pilotage en douceur. Séduire, c'est bien. Mais pour le ministre de la Santé genevois, cela n'est pas suffisant. Il s'agit désormais de réguler, de décourager l'accès à certaines spécialités. Et tant pis si les étudiants les trouvent plus intéressantes ou plus lucratives. Donc il faut donner au canton le moyen de piloter véritablement ce système. Il faut donner le moyen au canton de ne pas laisser s'installer n'importe quel médecin où il le souhaite parce que c'est plus agréable pour lui. Je pense que ceux qui commencent une formation doivent déjà savoir quels sont les débouchés dans la profession dont ils rêvent. Sunt student la medicina. Retour à Cluj, où nous retrouvons nos étudiantes exilées en Roumanie. À quelques jours de son examen d'anatomie, Laura est venue réviser chez Marie. Mais au fond, ces jeunes femmes, comment imaginent-elles leur avenir ? Marie pensait à la chirurgie, pas facile à concilier avec une famille, ce sera plutôt médecine générale ou alors pédiatrie. Pour Laura, peut-être la neurologie, mais quoi qu'il en soit, pas question de laisser quiconque décider pour elle.
Je comprends qu'il y ait besoin de réguler le nombre de médecins par spécialisation, c'est normal. Après, je trouve que quand on a fait nos 6 ans d'années d'études et qu'on s'est autant investi, on a quand même notre mot à dire sur le métier qu'on veut faire, parce qu'un chirurgien, un généraliste ou un ophtalmologue ne feront absolument pas le même métier. Oui, on soigne des gens, mais c'est des métiers complètement différents. Et je trouve qu'on a notre mot à dire quand même quant au métier qu'on veut faire plus tard. Mon rêve, ma profession idéale serait vraiment de travailler en tant que chirurgienne pour Médecins sans frontières, par exemple, une association, vraiment. J'aimerais vraiment pouvoir travailler pratiquement, concrètement pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Moi, j'aimerais être traumatologue, donc c'est une discipline chirurgicale, donc c'est beaucoup d'orthopédie. Et moi, ce que j'aimerais énormément, c'est pouvoir travailler avec le laboratoire de biomécanique de l'EPFL. Mais vous savez qu'on a besoin de généralistes à Evolène ? Alors oui, ça, les généralistes, même en première année, quand ils venaient nous donner des cours, ils nous le disaient. Mais c'est vrai que c'est pas la discipline qui m'intéresse le plus. Après, on n'est qu'en première année, donc on a encore le temps de changer. Et puis si ça se trouve, nous deux qui voulons faire la chirurgie, on finira généraliste. Visite au lit du malade à l'hôpital pédiatrique de Cluj avec les étudiants de 5e année. À 1 an du diplôme, on a peut-être les idées plus arrêtées. Effectivement, la pédiatrie, ce n'est pas vraiment le dada de Timothée. Ce jurassien a une vision bien précise de son avenir. J'aimerais bien faire de la radiologie. Et après, ça reste des souhaits. Parfois, ça se passe pas toujours comme ça. Mais là, c'est plutôt ce que j'ai en tête. C'est pas un hasard, c'est presque une tradition familiale. Une tradition, je dirais pas, mais c'est vrai que depuis tout petit, j'ai vu mon père faire ça. Ça m'a toujours attiré, mais c'est en aucun cas par pression ou autre. C'est vraiment un souhait personnel. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette spécialisation ? C'est entre guillemets un carrefour de la médecine. De nos jours, il n'y a presque pas de diagnostics qui sont posés sans actes d'imagerie. Certains parlent de limiter l'accès aux spécialisations. En Suisse, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça reste de la politique, mais je pense qu'il faut toutes les spécialités quand même. Donc limiter l'accès, ça sera très compliqué. Heureusement, ok. Direction le centre de simulation. C'est ici que les étudiants avancés exercent les gestes techniques, indispensables avant de soigner de vrais patients. On va sentir la respiration au centre et on va voir le mouvement de thorax. Parmi eux, une vaudoise, Léna. Déjà 6 ans que la jeune femme est à Cluj. La future diplômée n'a pas vu le temps passer. Elle a déjà sa place de médecin assistante à l'hôpital de Morges. C'est un rythme choquable. Ça voudrait que va essayer de... Le fait que j'aille fait des stages chaque année, chaque été, je pense que ça aide beaucoup. C'est une preuve pour eux qu'on a envie de revenir, qu'on aime la Suisse et qu'on s'implique aussi dans le système suisse. Attention. Vous avez choisi votre spécialisation ? Oui, en chirurgie. C'était... Dès le début, j'ai su que je voulais faire chirurgie. A priori, il ne faudra donc pas trop compter sur nos exilés roumains pour combler le manque de généralistes en Valais. Et sur nos étudiants suisses, retour à Palexpo Genève pour interroger Léa et Ismaël à la sortie de leur examen de la dernière chance. J'étais contente d'avoir fini là, vraiment, parce que ça fait 2 ans quand même qu'on travaille pour cet examen et là, au moins on a fini avec la première année. C'est pas dans quel sens. Mais... Il y a une spécialisation qui vous fait un peu plus rêver ? J'aime à peu près tout. Je suis intéressé par tout. Mais il y en a quelques-unes que je préfère, peut-être l'ophtalmologie ou la cardiologie. Et si on décidait de piloter votre avenir et de dire, voilà, on vous imposera votre spécialisation en fonction des besoins de la population ? Je serais déçue de ne pas pouvoir faire ce que je veux, mais suivant quelle spécialisation, ça peut être aussi intéressant. Il faut voir laquelle c'est. J'aimerais pas qu'on choisisse à ma place. Je pense pas que ce soit une bonne idée pour moi ou pour qui que ce soit d'autre, parce que ça pourrait démotiver les médecins.
Un jour, ces étudiants seront peut-être ophtalmologues, cardiologues, chirurgiens ou radiologues. Certains ouvriront leur cabinet selon leur bon plaisir. À moins que l'État n'y mette son grain de sel. Après avoir limité le nombre de cabinets, Genève a testé pendant 1 an la liberté de s'installer. Résultat, des ouvertures tous azimuts et une explosion des coûts de la santé. Depuis, on a réintroduit en urgence le moratoire, valable jusqu'en 2016. Mais les répercussions de ce libéralisme sont encore bien visibles. C'est incroyable, quand on passe à travers les spécialités médicales, là, il y a 1, 2, 3, il y a un nombre de psychiatres. Il y en a plus que 500 pour Genève. On ne manque pas de psychiatres, on ne manque pas d'urologues. On a plus de 60 cardiologues installés à Genève. Par contre, il y a plein d'endroits où il manque de certains types de médecins. Et le plus gros manque que l'on connaît maintenant, c'est vraiment les généralistes dans les régions périphériques. Actuellement, la majorité des médecins deviennent spécialistes en zone urbaine. Et donc, en formant plus de médecins, non seulement on ne crée pas plus ou extrêmement peu de généralistes en zone périphérique, mais en plus, on crée plus de spécialistes en zone urbaine. Et plus il y a de spécialistes, plus il y a de malades et plus les coûts de la santé explosent. Bizarre autant qu'étrange, pas tout à fait. Le ministre de la Santé genevois en est persuadé, un médecin ce n'est ni un garagiste ni un avocat. Dans ce domaine particulier, la loi de l'offre et de la demande ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est une offre qui crée une certaine demande, et pas forcément parce que le médecin est de mauvaise foi et fait tourner le compteur, comme on dit, mais tout simplement parce que quand on a un agenda qui est plus vide, on peut avoir la tentation légitime, dans une médecine pratiquée tout à fait correctement également, de faire revenir le patient pour faire des contrôles, alors que sinon on dit au patient de rappeler peut-être si ça ne va pas mieux. Merci. Le Genevois soutient donc la révision de la LAMAL, débattue actuellement aux chambres fédérales. La proposition du ministre de la Santé Alain Berset est simple. Il faut donner aux cantons la possibilité, dès 2017, de piloter l'installation des médecins. Sachant qu'ils ne pourront peut-être pas ouvrir leur cabinet avant des années, les étudiants réfléchiront à 2 fois avant de choisir leur spécialisation. Je pense qu'à un moment donné, former des médecins dans des spécialités où il y a déjà suffisamment de spécialistes installés, c'est complètement suicidaire. Et les étudiants ne sont pas stupides, évidemment. Ils vont aussi chercher des spécialités dans lesquelles il y a des possibilités de gagner correctement sa vie. À Genève, un ministre de droite doit gérer une pléthore de médecins dans certaines spécialités. Et en Valais, sa collègue de gauche se bat contre une pénurie de généralistes. De problématiques, un même remède. Les 2 ministres soutiennent la solution du Conseil fédéral, même si elle risque bien d'être refusée par le Parlement. Nous souhaitons une régulation de la médecine ambulatoire, donc de l'installation des médecins. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas envie que trop de spécialistes s'installent. Pas envie que les généralistes ne s'installent que dans les villes. Avec cette régulation, nous pouvons un peu piloter les choses. Nous pouvons dire, nous acceptons l'ouverture de votre cabinet, mais dans une vallée latérale. Pourtant, certains s'opposent fermement à cette réforme. Est-ce que vous avez une explication ? Oui, je pense que dans le domaine de la santé, c'est toujours libre marché contre régulation. En réalité, nous dépensons tellement de deniers publics pour notre système de santé que les politiques peuvent et doivent s'en mêler. Je pense qu'on peut être de droite et être attaché au libéralisme et avoir du bon sens, et se rendre compte qu'aujourd'hui, la médecine n'est plus une médecine libérale. C'est une médecine qui est à charge d'une assurance sociale, qui est l'assurance maladie, et que la collectivité ne peut pas continuer à supporter année après année un accroissement des coûts. Il faut donc une régulation, et les mieux à même pour le faire sont ceux qui ont une légitimité démocratique pour le faire, c'est-à-dire les cantons. Parce que demain, si nous ne faisons pas cela, tous ceux qui sont les champions du libéralisme se rendront bien compte qu'ils sont en train de tendre la perche à ceux qui vont leur offrir une régulation encore plus dure et draconienne. Ce sont les assureurs qui, à un moment donné, vont dire « Vous n'êtes pas capable de réguler, nous allons le faire pour vous, nous allons choisir les médecins avec lesquels nous allons travailler et ceux qui seront à charge de l'assurance maladie. » Piloter l'ouverture des cabinets pour éviter d'en arriver là, c'est une bonne idée.
Mais pour le docteur Héritier, médecin de famille dans le Jura, il y a une autre priorité. Bonjour, venez seulement. Parfait. Vous connaissez le chemin, tout au fond. Pour encourager la relève, il faut aussi parler au porte-monnaie. Car les jeunes diplômés choisissent aussi leur spécialité en fonction du salaire. Or aujourd'hui, certaines disciplines, comme l'ophtalmologie, l'urologie ou la radiologie, sont nettement mieux rémunérées que la médecine générale. La faute au TARMED, la structure tarifaire des actes médicaux, qui valorise plus la technique que les prestations intellectuelles. Une situation qui n'a que trop duré. Nous sommes aussi des spécialistes, nous sommes aussi formés avec la plupart du temps la même durée de formation que la plupart des spécialistes, certains un petit peu plus. Et il n'y a pas de raison que l'on gagne 30% de moins en temps horaire qu'un spécialiste qui a le même niveau de formation. François Héritier a su mobiliser l'opinion publique. L'an dernier, les Suisses plébiscitaient le soutien à la médecine de famille. Une jolie victoire, mais le combat n'est de loin pas terminé. Car aujourd'hui, les acteurs de la santé négocient âprement la révision du TARMED. Les généralistes espèrent une revalorisation de leur rémunération, quitte à ce que les spécialistes, eux, gagnent un peu moins. Et puis on espère surtout être reconnu pour la difficulté de notre travail. On n'est pas simplement là pour saluer les gens, serrer des mains, écrire des papiers, aller voir l'urologue, aller voir le cardiologue, aller voir le pneumologue. 80 à 90% des situations, on les résout nous-mêmes. Mais pour ça, on a besoin d'être bien formés, on a besoin d'avoir une valorisation de notre travail. Et qu'on soit reconnu dans la complexité de la prise en charge des patients chroniques, difficiles, des patients âgés qui ont plusieurs maladies. Ça, c'est vraiment important. Et ça vaut tout autant à la minute que d'opérer une cataracte, si ce n'est pas plus, à mon avis. Salut. Valoriser les généralistes, sur le principe, la FMH n'a rien contre, bien au contraire. Mais dès qu'il s'agit d'évoquer les différences de revenus, on préfère noyer le poisson. Voilà. Un médecin généraliste, aujourd'hui, c'est un spécialiste. Parce qu'on a clairement une formation qui dure au moins 5 ans et souvent c'est encore rajouté 2 à 3 ans de chef de clinique comme formation complémentaire. Et ça, il ne faut pas sous-estimer, c'est un spécialiste. Oui, mais alors dans ce cas, vous à la FMH, trouvez-vous vraiment normal qu'il soit moins payé que les autres spécialistes ? Là, on n'est pas sûr si le généraliste ne gagnait pas autant comme le spécialiste. Alors, selon vous, un généraliste gagne autant qu'un spécialiste ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la déclaration d'impôt de tous mes confrères. Un jeune étudiant sait parfaitement qu'il gagnera plus en devenant urologue qu'en devenant généraliste. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui dégrader la discussion sur le revenu. En pleine négociation de la structure TARMED, à la FMH, on ne veut manifestement pas parler d'argent. Pourtant, les faits sont là. Selon l'Office fédéral de la santé, les écarts de rémunération entre les spécialités techniques et la médecine de premier recours n'ont cessé de se creuser. Reste que les spécialistes ne voient pas pourquoi ce serait à eux de faire des sacrifices. C'est légitime, personne n'a envie de perdre, même quand on gagne 500 000 francs, on n'a pas envie de baisser son salaire. Je crois que ça c'est humain, et surtout avec une société qui met quand même le revenu et la valeur du revenu dans le top de la réussite sociale. Oui, bien sûr, c'est pas très populaire. Quand on est président de la FMH, je me mets volontiers à sa place à ce niveau-là, de venir dire aux spécialistes, vous devriez gagner un peu moins pour que les généralistes gagnent un peu plus, puisqu'on ne peut pas demander à l'assurance de payer un peu plus les généralistes et continuer à payer la même chose les spécialistes. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire passer ce message-là. La réalité, c'est quand même qu'il n'y a pas d'autre sortie à cette problématique. Soit les spécialistes gagnent moins, soit la population paye plus, et la population paye déjà passablement d'assurance maladie. Mais à un moment donné, vous savez, même la nature a compris qu'il faut savoir sacrifier quelque chose pour garder l'essentiel. Le lézard laisse sa queue pour sauver sa vie. Je pense que les médecins aujourd'hui doivent comprendre que s'ils veulent préserver précisément cette liberté de choix du médecin qui fait toute la qualité de la médecine de notre pays, à laquelle notre population est très attachée, il faut savoir lâcher quelque chose, un petit quelque chose. Sunt student la medicina. Difficile parfois de concilier rêve et réalité.
Difficile aussi d'admettre que la médecine n'est plus vraiment une profession libérale. La future génération devra peut-être accepter un pilotage des spécialités et certains médecins spécialistes quelques petits sacrifices financiers. Car aujourd'hui, la priorité, c'est de former une relève de qualité qui réponde aux besoins de la population. La priorité, c'est d'avoir les bons médecins aux bons endroits, dans l'intérêt des patients. J'aime beaucoup la photo et je suis un peu portraitiste. Pour être portraitiste, il faut aimer les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et je crois que pour la médecine de campagne, c'est pareil. Voilà. Salut, docteur. Bonne continuation. Je profite de descendre avant la pluie. En guise d'épilogue, sachez encore que Léna, la jeune vaudoise, a décroché son diplôme en Roumanie et commencera sa spécialisation à l'hôpital de Morges la semaine prochaine. Quant à la proposition du conseiller fédéral Alain Berset de laisser les cantons piloter l'installation des médecins, eh bien, elle a été balayée par le Conseil national lors de sa dernière session. Ses chances de passer la rampe semblent encore réduites par la configuration du nouveau Parlement. Alors que pensez-vous de ces étudiants qui insistent pour choisir leur spécialité? L'idée de laisser les cantons piloter de manière plus autoritaire l'installation des nouveaux cabinets est-elle bonne? Et plus généralement, que faire pour soutenir un jeune qui se destine à ces études difficiles? Nous avons invité pour participer à ce débat la doctoresse Johanna Sommer, qui est responsable de l'unité des internistes généralistes et pédiatres à la faculté de médecine de l'Université de Genève et également médecin généraliste installé en cabinet à Vesna, dans ce même canton. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. C'est un des pyromanes les plus prolifiques de Suisse. En 2 ans, il a provoqué une quinzaine d'incendies dans un seul et même petit village du Jura bernois. Reconvilier, récit d'un fait divers qui a finalement la valeur d'une belle fable. C'est à 2000 mètres d'altitude que vivent et travaillent pendant les 4 mois d'été des gars en rupture sociale ou familiale. Ils ont entre 16 et 23 ans, viennent de centres de détention ou de la rue. Reportage.